Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois à nouveau avec beaucoup de plaisir Hélène Breda. Bonjour Hélène. Bonjour Nicolas. Alors Hélène, je vous représente. Vous étiez venue avec votre collègue et amie Déborah Gay nous présenter un super épisode qui avait très très bien marché avec beaucoup de retours dessus sur la série Hannibal. Alors aujourd'hui, on va parler d'une autre série. On va changer de continent, on va changer de thématique. Mais avant ça, pour les auditeurs et auditrices, Hélène, je vous représente. Alors vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Paris-Nord, donc au LabSIC, et chercheuse associée à l'IRCAV. Vous êtes l'autrice d'une thèse intitulée « Le tissage narratif et ses enjeux socio-culturels dans les séries télévisées américaines contemporaines », thèse que vous avez soutenue, Hélène, en 2015, et vous avez fait depuis diverses contributions scientifiques qui analysent les séries télé en mêlant les approches narratologiques formelles et issues donc des cultural studies. Et d'ailleurs, à ce propos-là, on l'a mis en bibliographie. Vous avez rédigé un article véritablement autour de la série que vous nous présentez aujourd'hui, la série qui s'intitule La Trêve. Et Hélène, cet article qui s'appelle « Tisser les, entre parenthèses, trous de mémoire dans le récit de la série télévisée belge La Trêve », on a mis les liens sur notre site internet parce que c'est très intéressant et on va voir qu'il y a de nombreux échos à voir là-dessus. Et donc, celles et ceux qui voudraient compléter l'audition de cette émission, foncez lire cet article en ligne. Alors, Hélène, pour commencer, peut-être présentez-nous, comme c'est de tradition dans l'histoire en série, véritablement la série en faisant le pitch de celle-ci. Oui, merci Nicolas. Alors comme vous l'avez dit, La Trêve, c'est une série télévisée belge wallonne, donc en langue française. La télé belge, c'est pas forcément extrêmement bien connue chez nous en France, alors qu'il y a des liens et des dialogues bien sûr avec les productions hexagonales. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la télévision belge, mais il y a un billet de blog très intéressant de François Renan-Dubois qui fait un petit rapide état des lieux des recherches qui ont pu être faites sur cette télévision particulière, qui est une télé double, en fait, comme la Belgique, voilà, a un statut particulier avec deux langues du territoire, un fonctionnement qui lui est propre, va avoir une télévision double, deux télés parallèles découpées en fonction de ces questions de langue et de territoire. Et dans cette télévision belge qui a pu se construire justement dans les années 2000-2010, un peu en concurrence avec des productions françaises, on a une tradition de séries policières assez réalistes, assez ancrées dans le social également, qui s'inscrivent dans une tradition de faits divers. De faits divers policiers, il y a aussi des émissions sur des faits divers réels, donc on a voilà, cette espèce de corpus, en tout cas de genre particulier du policier belge wallon. Alors je cite juste, j'avais relevé un petit verbatim de François Renan-Dubois, qui écrit sur ce billet de blog, dont je vous donnerai la référence parce qu'elle est intéressante. Il explique que la production en Wallonie se distingue en particulier depuis les années 1960 par une tendance à la réflexivité pessimiste et à l'investigation sociale sombre, où s'exprime une tension entre l'intérêt régionaliste et des préoccupations nationales plus fédératives. Et cette question du régionalisme, pas joyeux, va-t-on dire, c'est quelque chose qu'on va tout à fait retrouver dans La Trêve. Donc j'en arrive à La Trêve proprement dite, après cette petite contextualisation. La Trêve, c'est une série qui a été créée par trois personnes, donc par Stéphane Bergmans, Benjamin Daoust et Mathieu Donck. Et Mathieu Donck est également le réalisateur de la série. La série, elle est apparue en 2016, elle a 2 saisons, donc elle a été diffusée entre 2016 et 2018. Chaque saison compte 10 épisodes. Elle a été diffusée en Belgique sur la chaîne qui s'appelle La Une. En France, elle a eu une diffusion dès 2016 sur France 2
Et puis, elle a aussi eu un regain d'intérêt du fait qu'elle a été longtemps, quelques années du moins, sur Netflix en France, donc accessible. Elle n'y est malheureusement plus. Ça tombait très mal pour moi pour la préparation de cet épisode, mais peut-être qu'elle va ressurgir sur une autre plateforme concurrente. On ne sait pas. C'est un petit peu dommage du coup qu'elle soit moins accessible pour les personnes qui nous écoutent. Alors, c'est une série, je vous le disais, qui est belge, qui va s'ancrer dans un régionalisme, une ambiance ardennaise tout à fait typique, particulière. Et puis, en même temps, c'est une série donc, qui a reçu des éloges, hein, qui a été plutôt bien critiquée et qui a notamment fait l'objet de comparaisons avec des séries plutôt anglo-saxonnes, séries policières anglaises comme Broadchurch, par exemple, des séries américaines comme True Detective, et puis il y a même des personnes qui ont pu remonter à Twin Peaks. Alors pas du tout pour le côté fantastique et onirique, parce qu'on encore que, mais on n'est pas du tout sur du Lynch, hein, c'est pas du tout ça, mais on va avoir quand même des traits qui peuvent rappeler ces opus, plus ou moins récents. Et bien en même temps, comme l'explique là encore François Renan Dubois, c'est quand même un petit peu limitant que de vouloir la replacer dans cette approche globalisée, mondialisée des productions télévisuelles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui répondait à un appel d'offres, donc de la RTBF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il y a eu plusieurs séries sélectionnées suite à cet appel d'offres. C'était la première. Et la deuxième, c'était une autre série belge toujours qui s'appelle Ennemi Public, Ennemi Public. Et on va trouver un certain nombre de similitudes entre La Trêve et Ennemi Public, puisque dans les deux cas, on est sur donc, du policier, avec une petite communauté dans un petit village assez clos sur lui-même, hein, qui fonctionne un petit peu en vase clos, avec quand même des enjeux socio-économiques, des projets dans les deux cas, pour revitaliser un petit peu l'économie, la société du village. Dans La Trêve, on va y revenir, c'est le projet de construction de barrages dans la saison 1, un projet d'autoroute, si je me souviens bien, dans la saison 2. Dans Ennemi Public, c'est le projet de monter une brasserie qui va pouvoir permettre à la ville de rayonner. Et puis, on va avoir la même dynamique d'un personnage de policier ou de policière dans Ennemi Public, qui est originaire du village, qui est parti, qui revient au moment de résoudre une enquête. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette comparaison, puisque ce n'est pas l'objet de l'épisode, mais on a quand même des similitudes un petit peu intrigantes, et en tout cas, ça montre du coup un ancrage culturel belge particulier. Et puis l'ennemi public, ça va aussi renvoyer à des faits divers réels, tels que l'affaire du Trou, dont on se souvient, ou l'affaire du Tigre Grégory, qui n'est pas belge, mais qui s'est déroulée dans l'est de la France. Donc voilà, cet ancrage culturel assez localisé, assez particulier. Donc j'en reviens à La Trêve proprement dite, qui va, donc je le disais, se situer dans des petites villes, des villages des Ardennes. Dans la saison 1, c'est une petite ville qui s'appelle Heiderfeld, qui est au bord de la rivière, qui s'appelle la Semois. Et dans la seconde, c'est une autre ville qui s'appelle Musso. On a une transposition, mais on retrouve quand même le même personnage principal. Je reviendrai sur cette question de personnage principal ou pas. Mais en tout cas, un point focal important de la série, donc la ville de la saison 2 s'appelle Musso. Donc, dans chaque saison, on va avoir une dizaine d'épisodes qui constituent une enquête du moment du crime, de la découverte du crime, du moins à sa résolution par les policiers. Et en ce sens, voilà, c'est une série qui est un peu formulaire. C'est une série qu'on va appeler feuilletonnante, c'est-à-dire qu'on a des épisodes qui se suivent. On n'est pas sur un modèle à la Colombo où sur chaque épisode, on a un crime et une résolution. On a vraiment un temps d'enquête qui se déploie sur 10 épisodes à chaque fois, mais en même temps, les deux saisons semblent répondre à une même formule, puisqu'on a à chaque fois un meurtre en début d'épisode, des suspects, des policiers, dont plusieurs en commun, qui mène l'enquête, donc voilà un mode d'enquête qui est similaire à chaque fois, avec des témoignages, des fausses pistes, enfin du policier très classique. Et puis aussi, dans la saison 1, on va avoir la dimension psychologique
de Peters qui va être creusé via des séances de thérapie sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Peters, donc, que j'évoque à l'instant, c'est un personnage de policier qui a une quarantaine d'années, qui est inspecteur. Il est gradé, il est lieutenant ou le inspecteur, je ne sais plus le titre, mais en tout cas, c'est pas le chef du commissariat, mais c'est pas un sous-fifre non plus, c'est quand même un commandant. Peters donc est originaire d'Eiderfeld. Il y a vécu son adolescence avec son père, qui était écrivain, qui était une figure locale un peu connue. Il est parti faire des études et devenir policier à Bruxelles. Il s'est marié. Il a eu une fille qui est adolescente au moment de la série. Il a perdu sa femme et il revient. Donc, il a demandé une mutation. Il revient dans son petit village d'Eiderfeld, pile au moment où un crime est découvert dans le pilote de la saison 1. Puisque dans les premières minutes, les premières scènes presque sont la découverte dans la Semois, la fameuse rivière que j'évoquais, du corps d'un jeune homme, un jeune immigré togolais qui s'appelle Driss, qui était connu des habitants puisqu'il était arrivé dans la ville quelques mois ou années auparavant, mais quelques mois me semble-t-il. Il faisait notamment partie de l'équipe de football locale et au début, on pense à un suicide. Il y a un grand pont qui traverse la rivière qui s'appelle le pont des suicidés. On se dit, bon, il a mal vécu le choc culturel, il était un peu seul, il s'est suicidé. Et puis, assez rapidement, quand même, Peters a la puce à l'oreille et a quand même l'intuition qu'il s'agit d'un meurtre. Et évidemment, ça va se retrouver vérifié. Donc, raconté comme ça, on a l'impression que la figure de Peters est absolument centrale et première dans la narration. Ce qui n'est pas faux, mais je vais y revenir quand on va parler justement de la construction narrative de la série. Ça n'est pas non plus un héros au sens strict du terme, et on va épouser d'autres points de vue que le sien. On va avoir autour de lui une galerie de personnages, donc sa fille Camille qui est adolescente, la psy qu'il va voir par la suite qui s'appelle le docteur Orban, Zoé qui est une adolescente qui est l'amie de sa fille. On va avoir l'équipe de policiers avec son acolyte qui s'appelle Sébastien Drummer, une troisième policière qui s'appelle Marjo, il y a le chef de corps. Donc, on va avoir cette galerie de personnages qui vont intervenir et s'entrecroiser autour de cet axe narratif a priori principal qui est la résolution du meurtre, de l'énigme que représente le meurtre du jeune Driss. Et donc, c'est une série que moi j'ai analysée d'un point de vue plutôt narratologique pour le coup dans mes travaux. Hélène Breda, vous avez fait votre thèse, je l'ai dit en introduction, sur justement le tissage narratif. Alors ici, est-ce que vous pourriez nous montrer comment justement ce tissage narratif, nous peut-être en donnant des exemples vraiment précis, a été mis au service de l'enquête policière par les showrunners de la série? Oui, merci beaucoup de rappeler effectivement ce travail que j'ai mené donc un peu au long cours, puisque c'est un travail de thèse assez conséquent. Alors évidemment, il ne s'agit pas de le résumer, en tout cas de trop approfondir les notions que j'avais pu creuser, mais l'idée qui traversait mon travail de thèse, c'était justement d'avoir une approche narratologique qui s'était fondée sur des comparaisons que d'autres avant moi avaient pu faire de manière un peu empirique et intuitive sur les récits comme enchevêtrement de fils. Il y a toute une série de métaphores, trame narrative, tissage narratif, tressage narratif, fil de l'intrigue. Vous voyez tout ce vocabulaire qu'on va utiliser dans le langage courant pour dire les intrigues sont emmêlées, entremêlées, enchevêtrées. Et ma vocation dans mon travail de doctorat, c'était de théoriser un petit peu tout ça, puisque finalement, ça restait très flou. Et puis, je m'étais aperçue qu'il y avait des auteurs qui utilisaient des mêmes expressions pour désigner des phénomènes un petit peu différents. Donc, dans une approche narratologique, j'avais essayé, sans mauvais jeu de mots, de démêler un petit peu tout ça pour théoriser ce vocabulaire métaphorique de manière à travailler sur la complexité narrative des séries contemporaines. La complexité narrative, elle a été étudiée par d'autres, évidemment, avant moi, notamment Jason Mitchell aux États-Unis. Donc, l'une des caractéristiques des séries que j'appelle tissées, entre guillemets, c'est que ce sont des séries qui vont multiplier les points de vue des personnages. Encore une fois, on n'est pas sur du Colombo ou sur tout ce modèle de série des années 70
avec un personnage que l'on suit d'épisode en épisode, avec des épisodes bouclés à chaque fois. On est sur ce qu'on va appeler du héros collectif, donc des séries chorales. On a un grand nombre de séries qu'on appelle des séries chorales de nos jours. Mais en même temps, je vous le disais, on a quand même dans la trêve ce personnage d'enquêteur de Peters qui tire un peu son épingle du jeu, qui a quand même un statut à part dans la narration, même s'il n'est pas le seul point de focalisation de l'histoire. Donc, on est dans ce qu'un autre chercheur qui s'appelle Vincent Colonna appelle un héros collectif indirect. On est dans une série chorale avec différentes focalisations, différents personnages, mais c'est quand même l'enquêteur, Peters, qui est un petit peu au-dessus de par le nombre de scènes qui lui sont accordées et puis le fait que c'est quand même son point de vue que l'on suit et on va être beaucoup avec lui, même si on connaît par ailleurs des éléments dont lui n'a pas connaissance. Donc Peters, de par ce statut de héros collectif indirect, de figure qui ressort du héros collectif indirect, c'est ce que j'appelle, dans mes théorisations narratologiques, le foyer de la narration. Ou du moins, ça va être l'un des foyers. Ce que j'appelle le foyer de la narration, ça pour le coup, ça venait d'une chercheuse en littérature qui s'appelle Lise Dumazy-Kefelec, qui travaille sur le roman feuilleton. Le foyer dans la narration, ça va être le point d'ancrage. Parce que justement, dans ces récits extrêmement fouillés, foisonnants, riches, qui, on va le voir, mélangent aussi des temporalités, on a quand même besoin d'un point d'ancrage, nous, spectateurs, pour se repérer. Donc, ce foyer. Le foyer de la narration, ça peut être un personnage, ça peut être un lieu. Typiquement, dans ma thèse, l'île de Lost, c'était le foyer de la série Lost, dans laquelle on était bien en peine d'identifier un personnage foyer. Donc là, dans la trêve, j'estime qu'on a un foyer double, c'est-à-dire qu'on va avoir la petite ville, donc d'Eiderfeld dans la saison 1, de Musso dans la saison 2, mais déjà du coup, le fait d'avoir deux villes, ben, ça va apporter ça va un peu semer le trouble et ne pas, ça va apporter un peu des limites à cette notion de foyer narratif qui serait un lieu. Et par contre, on va avoir le personnage de Peters qui, lui, est un personnage foyer narratif, comme peuvent l'être des personnages d'autres séries tissées. Dans ma thèse, je parlais des Sopranos, par exemple, où le foyer, c'est clairement Tony Soprano. Pardon, mes références commencent à dater un petit peu, puisque j'étais sur des séries du début des années 2000, mais je pense que la comparaison tient toujours, en tout cas la démonstration tient toujours. Et donc, Peters est foyer au sens où tout gravite autour de lui, tout va se recouper, il va être ce lieu de recoupement, puisque les personnages qui vivent des intrigues en parallèle vont quand même croiser son chemin et avoir une incidence sur sa trajectoire et sur l'enquête qu'il mène. C'est quand même lui qu'on suit dans le déroulement de l'enquête. Et puis, on a quelque chose d'intéressant qui est qu'on va aussi avoir ce que j'appelle un foyer en creux. Alors, la trêve est très intéressante de ce point de vue-là, parce que finalement, ma notion de foyer unique ne tient plus dans cet exemple-là. Le foyer en creux, ça va être le personnage qui a été assassiné. Alors, je vais plutôt me centrer sur la première saison que je connais mieux, où le jeune homme mort, c'est donc, je le disais, Driss, qui est un jeune immigré togolais. Pourquoi foyer en creux? Parce que Driss, il est mort, je vous l'ai dit, on commence par sa mort. On ne le voit pas mourir, on commence par la découverte de son cadavre. Donc, a priori, il ne va pas intervenir dans la narration au cours de l'enquête, puisqu'il n'est plus là. Et malgré tout, on va avoir différents procédés narratifs qui vont raviver la présence de ce personnage. Puisque tout tourne autour du mystère de sa mort, donc tout tourne autour des relations qu'il a eues avec les membres de la ville, tout tourne autour des intrigues qui sont survenues avant le meurtre. Donc sa présence, elle reste là, elle reste incontournable malgré son décès. Voilà pour la notion de foyer. J'espère ne pas être trop jargonnante avec toutes ces notions. J'essaye de faire simple. Et puis, dans mes approches narratologiques, par le biais de la métaphore du tissage, j'avais aussi théorisé la différence entre les séries tissées et les séries, enfin les intrigues en tout cas tressées dans ces séries. Les intrigues tressées, ce sont des intrigues qui vont s'alterner dans le montage sans a priori avoir de lien entre elles. Alors, on va voir ça dans la trêve puisque de manière parallèle à l'enquête policière, on va avoir des événements, des intrigues qui concernent les habitants du village et qui n'ont a priori
pas de lien visible avec la mort de Driss et l'enquête menée par Peters et par les policiers. Mais évidemment, et ça tient aussi au genre policier et au fait que la complexité narrative, elle est mise au service de l'enquête, ce que je n'avais pas étudié précédemment dans ma thèse ou dans mes articles précédents. L'utilité du tissage narratif dans une série policière, c'est que ça va permettre d'entretenir le mystère, le suspense, de lancer des fausses pistes, et puis de montrer que finalement l'intrigue liée à l'enquête, elle est connectée à ces autres intrigues que j'ai appelées secondaires ou parallèles ou tressées. Finalement, on a l'impression qu'il n'y a aucun lien au départ. Et puis, on va se rendre compte au fil du temps que l'architecture de la série est plus complexe qu'il n'y paraît et que des événements qui paraissaient tout à fait parallèles sont en lien avec le mystère de la mort de Driss. Je prends un exemple pour rendre ça un petit peu concret. On va avoir, par exemple, des flashbacks à plusieurs moments dans la narration, dans les premiers épisodes, d'une grange qui brûle la nuit. A priori, pas de lien avec la mort de Driss. Ça vient se connecter à une intrigue liée à des empoisonnements de vaches, puisqu'on est dans un milieu rural, donc avec des fermes, des agriculteurs. On a une affaire d'empoisonnement de vaches pour intimider un agriculteur. Donc ça, c'est a priori tout à fait déconnecté de la mort de Driss. On est dans ce que j'appelle une narration tissée. Mais au fur et à mesure que les épisodes avancent, on va se rendre compte que finalement cet épisode dit de la grange de Philippard, la grange du fermier qui a brûlé, elle est en lien avec le projet de barrage dans la ville que j'ai déjà évoqué, donc le projet de barrage qui met en péril les fermes et les agriculteurs. Et puis, ce qui est apparemment un tressage par rapport à la mort de Driss, c'est un tissage quand on va découvrir relativement tard dans la saison, à l'épisode 7, qu'en fait, c'est le personnage de Driss qui a mis le feu à cette grange, non pas parce qu'il avait des intérêts personnels par rapport à l'histoire du barrage, mais parce qu'il a reçu de l'argent. Il avait besoin d'argent, c'était un jeune immigré, il avait besoin d'envoyer de l'argent à sa famille au Togo. Il a accepté de faire une bêtise, de mettre le feu à la grange pour faire pression sur les agriculteurs. Donc voilà comment finalement la construction narrative de la série autour de ce foyer double ou triple avec la ville, qui est un lieu clos, le personnage de l'enquêteur et puis le personnage de l'assassiné, va mettre en place différentes intrigues qui s'entrecroisent avec différents points de vue d'un certain nombre de personnages qui semblent a priori déconnectés et puis qui petit à petit, toutes ces ramifications vont venir se reconnecter pour former une trame complexe. Et ce qui m'a intéressé dans la série, c'est que là, on n'est pas juste sur des enjeux, on va dire, de stimulation intellectuelle du spectateur. On est sur véritablement une construction qui est mise au service de l'enquête policière et de la résolution du mystère de l'intrigue. Et puis, ça va s'articuler à je l'ai déjà un peu dit, des entremêlements de temporalité, des flashbacks qui, on l'a vu, sont des flashbacks gigognes, des flash forward donc, qui vont venir apporter une complexité et éparpiller des pièces de puzzle de l'intrigue policière. Hélène Breda, cette série véritablement s'inscrit, vous avez commencé à nous le dire, dans un lieu en tout cas qui est défavorisé. Donc c'est une enquête véritablement qui est sur un fond social. Ça c'est très important parce que on a ici la mise à la fois, j'allais dire peut-être un abîme d'un territoire sur laquelle vient se greffer une enquête avec des personnages, vous l'avez dit, qui sont très intéressants. Oui, exactement, Nicolas. En fait, j'ai déjà un peu lancé des pistes et des perches de ce point de vue-là. Et c'est important d'avoir en tête tout ce contexte social, mais c'est finalement quelque chose qui est très présent dans les séries policières. Et là, on peut refaire le lien avec Broadchurch, avec True Detective, et ces ambiances rurales et avec des personnages. Voilà, alors on n'est pas sur le même type de milieu du tout, mais on va avoir ces principes de contextes sociaux assez défavorisés et de questions sociales
qui peuvent aussi renouer avec des considérations plus générales, hein, qui vont venir s'accrocher comme ça, se cristalliser par-dessus le meurtre et l'enquête policière. Et la série n'est pas du tout réductible à cette enquête policière, puisque le propre des séries tissées, c'est aussi de dresser des tableaux de meurtre, en tout cas des tableaux sociaux, des fresques sociales. Alors, on n'est pas dans une grande fresque épique du tout, mais on est quand même sur un tableau social qui est bien ancré dans le territoire que l'on évoquait. L'enjeu typiquement du barrage est très représentatif de ça, puisqu'on est sur des enjeux économiques, on est sur une région qui, je le disais, est rurale, vit de son agriculture, avec des fermes qui ne sont pas des très grands complexes agroalimentaires, hein, qui sont des fermes familiales. Et puis, la bourgmestre, donc la maire, l'équivalent de la maire de la ville, hein, qui s'appelle Brigitte Fischer, veut valoriser son territoire avec un projet de barrage qui va détourner l'Assemois ou voilà, qui du coup implique que l'eau passe, enfin qu'il y ait la construction, les travaux passent dans les champs. Donc elle essaye de racheter toutes les fermes alentours. Les vieilles familles d'agriculteurs ne veulent pas céder parce que c'est toute leur vie. Donc ces éléments-là ne sont pas liés directement à la mort de Driss, même si j'ai un petit peu spoilé en disant que finalement Driss allait se retrouver mêlé à ces histoires-là, mais ça va nous dresser une toile de fond pour l'enquête, et ça constitue aussi l'un des intérêts de la série. On n'est pas devant cette série juste pour savoir qui a tué Driss, on est aussi là pour justement être confronté à tout ce tableau social particulier. Donc, on a tous ces enjeux liés à l'agriculture. Je vous parlais de l'histoire de l'empoisonnement des vaches, donc des pressions. Hein, on trouve vraiment un contexte un petit peu toxique du petit village refermé sur lui-même, où tout le monde se connaît, mais où il y a des polémiques, des magouilles, des pressions, des intimidations. On a un autre pôle important dans cette topographie ou cet environnement, en tout cas, qui est le club de foot, que j'ai aussi évoqué, puisque Driss, donc, qui est un immigré qui est arrivé de l'extérieur de la ville, a intégré le club de foot. Alors, ce n'est pas un grand club de foot national, mais c'est quand même un petit club professionnel local qui joue un peu en je ne sais quelle sous-division, qui a également des gros problèmes financiers. Donc, le coach et le directeur du club de foot ont aussi des enjeux d'argent et des magouilles qui ont une incidence qui ont eu une incidence sur la trajectoire de Driss. On va avoir tout ce qui va concerner la vie des ados, puisque je l'ai dit, la fille de Peters et Camille donc, est adolescente, elle doit avoir 16 ou 17 ans. Elle a grandi à Bruxelles, elle arrive dans ce petit village où elle ne connaît personne. Elle vient de perdre sa mère, elle n'est pas forcément très, très épanouie, même si c'est quelqu'un qui a plutôt la tête sur les épaules. Elle rencontre une autre adolescente qui s'appelle Zoé, qui a le même âge qu'elle, qui se trouve être la fille de la bourgmestre. On est sur quelque chose de très familial, hein, encore une fois, sur un petit milieu. Donc Zoé, la fille de la bourgmestre, devient l'amie de Camille. Et là, on va avoir en parallèle, en tout cas en apparence, en parallèle de l'enquête policière, eh bien, des questions liées cette fois-ci aux violences de genre, puisqu'on découvre que Zoé est battue par son petit ami régulièrement. On va avoir une problématique de grossesse non désirée et d'avortement, puisque Zoé est enceinte. On pense qu'elle est enceinte du petit ami violent avec lequel elle est. Sauf que, encore une fois, nous ne sommes pas dans un tressage des intrigues. On va se rendre compte qu'on est dans véritablement un tissage quand on va s'apercevoir, assez tard aussi dans la saison, eh bien que ce n'est pas de son petit ami qu'elle est enceinte, cette jeune Zoé, mais c'est de Driss, le jeune homme qui a été assassiné. Donc, vous voyez que finalement, Driss, je le nomme foyer en creux parce qu'il avait des liens avec tous ces personnages, tous ces membres du village qui, par ailleurs, ont des soucis dans leur vie avec des enjeux socio-économiques, de pauvreté ou en tout cas de difficultés financières, de relations avec leurs entourages qui peuvent être centrées dans des questions de genre notamment.
Donc c'est juste un exemple, mais qui montre que voilà, on va du coup aborder la thématique de l'avortement en parallèle de l'impossibilité pour une jeune fille de parler d'avortement avec sa mère. Toutes ces questions-là. On va avoir un petit peu la question du racisme aussi, bien sûr, puisque Driss est le seul personnage noir du village qui était très homogène, on va dire, de ce point de vue-là précédemment, peut-être même un peu trop, puisqu'on a quand même une histoire de frères et sœurs incestueux. Donc, on découvre que le logeur de Driss se trouve être un sympathisant néo-nazi qui collectionne la vaisselle des anciens SS floqués de croix gammées et autres joyeusetés, affiches, etc. Il écoute de la musique militaire du Troisième Reich. Donc bon, là, c'est parsemé comme ça, mais finalement, tout se recoupe, tout est mis en lien. Et ça va nous dresser ce tableau d'une société contemporaine rurale à l'ère de la mondialisation, de la globalisation, donc avec des difficultés pour se maintenir, avec des problèmes internes de relations entre ses membres, et puis l'élément extérieur qui est Driss, qui arrive et qui apporte à un certain niveau des déséquilibres aussi. Et alors, ce qui est un petit peu peut-être dommage, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est que du coup, comme on est sur 10 épisodes et que c'est très riche, c'est très foisonnant, tout ne va pas être exploité à fond. La question du racisme, par exemple, elle n'est pas autant approfondie que l'on pourrait le supposer. Ça passe un peu à gros traits avec le logeur qui est nazi, mais par ailleurs, on n'a pas l'impression que Driss ait subi énormément de racisme frontal de la part des habitants. Après, ça prend d'autres formes. Par exemple, je parlais donc de ce couple de frères et sœurs assez âgés. Ils ne sont pas vieux, mais ils ont autour de 40-50 ans, qui sont agriculteurs, qui vivent ensemble. Peters, au début, pense qu'ils sont mari et femme, et assez étonné d'apprendre que non, en fait, ils sont frères et sœurs. Nous, spectateurs, nous savons qu'ils dorment dans le même lit et qu'ils ont des relations incestueuses, ce que les autres savent plus ou moins officieusement, mais sans plus. Et il se trouve que ce frère et cette sœur, et c'est l'un des rebondissements aussi de l'intrigue au cours de l'enquête, organisent chez eux des soirées dans leur grange BDSM où ils invitent un peu les notables de la ville. C'est entre adultes consentants, a priori, pourquoi pas, mais à un moment donné, on découvre que Driss a été mêlé à ces histoires-là, non pas parce qu'il avait spécialement envie de se joindre à leur festivité, mais parce que là aussi, on lui a proposé de l'argent. On revient sur cet enjeu économique. Pourquoi on lui a proposé de l'argent? Pour participer à la soirée, parce que le frère de la fameuse fratrie avait pour fantasme d'être dominé par un grand noir. Donc là, on n'est pas sur du racisme frontal avec des insultes et du rejet, mais on est sur une autre forme de racisme qui est la fétichisation, donc qui s'accompagne d'un lot de clichés envers les Africains et qui a aussi des répercussions malheureuses sur le pauvre personnage de Driss, puisque c'est à la suite de ça qu'il se fait tirer dessus, parce que finalement, il se débine, il ne veut pas y aller. Il part quand même avec l'argent, il se fait tirer dessus, puis ce soir-là, il y a un enchaînement de circonstances qui le mènent à sa mort. Et comme il avait finalement des liens avec ces différentes intrigues sociales, ces différents enjeux qui sont souvent d'ordre financier, parce qu'il avait besoin d'argent, eh bien, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent être suspectes l'une après l'autre de sa mort, ce qui rend la résolution de l'enquête assez difficile. Donc, je survole un petit peu, je pense qu'il y aurait moyen de beaucoup creuser ces questions sociales. Dans la saison 2, il y a aussi la question de la perte d'un enfant par la psy, je ne vais pas m'appesantir dessus maintenant, mais tout ça pour dire qu'on est sur un maillage, encore une fois, un tissage de trajectoires individuelles, de relations entre personnages, dans un contexte socio-culturel et socio-économique particulier, politique aussi, et qui s'ancre dans un territoire et une ambiance très particulière. Je n'ai pas non plus évoqué la question du carnaval, mais le meurtre s'est passé dans la nuit du carnaval, qui est le grand moment de festivité de la ville, comme dans beaucoup de villes des régions du Nord et de Belgique.
je m'arrête là pour cette partie, mais c'est un petit peu voilà, ce que j'essaie de faire passer. Hélène Breda, vous avez, tout au long de l'émission jusqu'à présent, évoqué des notions importantes. J'aimerais que vous les développiez maintenant parce que je pense que c'est au cœur effectivement de cette série, c'est les notions de mémoire et d'identité. Vous avez commencé à le dire, mémoire et identité des personnages, mémoire et identité du territoire. Vous venez de le rappeler à l'instant avec le carnaval, si important dans la Belgique et en particulier la Belgique wallonne. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur ces thématiques-là à travers la série La Trêve? Oui, La Trêve, c'est une série qui est extrêmement intéressante à analyser du point de vue de la thématique de la mémoire. Et c'est aussi pour ça, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui dans un podcast sur l'histoire, parce que effectivement, je ne suis pas en train de faire une histoire de la Belgique, on est sur quelque chose de très contemporain, mais à un autre niveau, ça permet d'interroger la construction ou la reconstruction de récits par rapport aux événements tels qu'ils se sont passés factuels. Alors, la Trêve, voilà, elle est complètement imprégnée et traversée par les thématiques de la mémoire et de l'oubli. Ça fonctionne ensemble, qui vont révéler des enjeux identitaires, psychologiques et relationnels entre les personnages. Alors, point de vue le plus évident, peut-être, c'est une série policière. J'ai bien insisté là-dessus. Il y a un mystère, il y a un meurtre à résoudre. Donc, ça va passer par la reconstitution du passé des victimes. Donc, Driss dans la première saison et la baronne du Tilleul dans la deuxième saison, pour comprendre les circonstances de leur mort. Si ces personnes sont mortes, c'est qu'il leur est arrivé des choses de leur vivant, pour faire la palissade. Alors, c'est pas, dans aucun des deux cas, ce n'est un accident. Hein, on est véritablement sur des meurtres qui viennent s'inscrire dans la continuité des relations avec différents personnages dont j'ai déjà parlé. Donc, on va avoir un enchevêtrement de temporalité, et ça aussi, c'est l'un des éléments décisifs de la définition du tissage narratif. Le temps, peut-être le plus évident de prime abord, la temporalité, en tout cas le niveau de temporalité, c'est le temps de l'enquête. C'est le temps de l'enquête, je l'ai dit, pour la saison 1, par exemple. On commence avec la découverte d'un corps. C'est pile le jour où Johan Peters est venu s'installer à Heiderfeld, qu'il avait quitté depuis des années. On lui confie le début de l'enquête et il l'amène, il accumule des pièces du puzzle, pour reprendre cette métaphore-là, jusqu'à la résolution du mystère que je n'éventerai pas aujourd'hui. Donc là, on est sur quelque chose de relativement linéaire de prime abord, avec dans chaque épisode des nouveaux suspects, des nouveaux éléments pour comprendre le passé de Driss. Mais pour comprendre le passé de Driss, on a besoin de corréler ça, de relier ça au temps d'avant le meurtre. Et cette temporalité de l'avant-meurtre, si on devait avoir une espèce de frise chronologique, on a ce temps de l'enquête qui débute avec la mort de Driss, eh bien, on a tout ce qui s'est passé avant et que l'on va découvrir par le biais de flashbacks. J'ai déjà un peu évoqué ces flashbacks, ils ont différents statuts et c'est plus là que je raccroche ça à cette notion de mémoire qui m'intéresse. On a une partie des flashbacks, et ça c'est intéressant, qui a un statut très particulier dans la narration puisque ce sont des vidéos de Driss réalisées par lui-même à la manière de selfie, probablement avec son téléphone portable ou son ordinateur, probablement avec la plateforme Skype. Alors, on sait que Skype, c'est une plateforme qu'il utilisait pour communiquer avec sa famille restée au Togo. Mais on va avoir des petites séquences vidéo qui sont sur le même type, c'est-à-dire qu'il s'adresse à sa famille, salut la famille, comment ça va, ici il fait froid, promis je vous envoie bientôt l'argent, mais il n'y a pas de répondant si vous voulez. Là on n'est pas dans un dialogue, on a uniquement l'enregistrement en dispositif selfie de Driss avant sa mort, qui montre son appartement, qui raconte différentes choses qui lui arrivent, et ces petites séquences-là vont émailler le récit, a priori sans lien direct, sans suture avec tout le reste de la narration. Ce ne sont pas des vidéos qui sont visionnées par les policiers qui auraient retrouvé son téléphone après sa mort. C'est complètement déconnecté du reste de l'histoire. Mais ce sont des traces, ce sont des éléments dont nous, les spectateurs, nous disposons.
qui vont venir augmenter le récit en nous apportant des éléments sur le passé de Driss, sur le moment où il est arrivé en Belgique, sur son caractère aussi, hein, son enthousiasme, sa joie de vivre, sa vitalité. Donc là, on est sur quelque chose d'objectif puisqu'on est sur des enregistrements faits par le principal intéressé. Et là, c'est vraiment notre privilège de spectateur que d'avoir accès à cette mémoire-là. Les policiers ne l'ont pas, ou en tout cas, ils trouvent le téléphone très tardivement, donc ça n'est pas justifié de cette manière dans l'histoire. Mais on va aussi avoir par ailleurs des flashbacks plus classiques, va-t-on dire, qui sont liés aux témoignages des différentes personnes concernées par l'enquête, puisque les policiers vont trouver des suspects, vont les faire venir en interrogatoire, les personnages vont raconter ce qui leur fait des gestes, hein, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont vécu à la date de la mort de Driss, donc qui correspond au carnaval. Hein, c'est d'autant plus dur de déterminer ce que chacun faisait, puisque le carnaval, c'est un moment voilà, de liesse et un petit peu d'exubérance où il s'est passé beaucoup de choses en même temps. Donc, ils vont nous raconter ce qu'ils ont fait au moment du carnaval pour avoir des alibis, mais aussi par le passé, leur relation avec Driss lorsqu'ils en avaient. Et on va avoir superposé à leur voix off qui racontent des images en flashback de scènes où ils sont confrontés à Driss ou à d'autres personnages entre eux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur du flashback qui n'a pas la même valeur d'objectivité que les vidéos enregistrées par Driss, puisque ce sont des récits de seconde main. Ce sont des récits de personnes qui sont suspectes. Par exemple, le récit de la sœur qui organisait les fameuses soirées libertines dans sa grange, où c'est elle qui va donner sa version des faits. Donc, on est sur des récits, des images qui potentiellement sont lacunaires, soit parce que la mémoire, ça se déforme, hein, c'est subjectif, ça se déforme, soit parce que les personnes ont intérêt à mentir. Donc, on est sur des éléments narratifs dont on doit se méfier, puisqu'ils ont cette valeur subjective. Ces témoignages ne sont pas toujours fiables, et de fait, on va avoir un d'entre eux, encore une fois, je ne vous dirai pas lequel, Nicolas, mais on va avoir un témoignage de l'une des personnes qui a connu Driss, qui nous est montré, voilà, on a des images pendant que la personne raconte sa relation avec Driss, et puis à la fin, on découvre que cette personne est en fait coupable, et on va avoir les bonnes... Enfin, on a une rectification, du coup, on comprend que les premiers flashbacks étaient lacunaires et que ça ne représentait pas l'entièreté de ce qui s'était passé. La question de la mémoire, elle va aussi concerner Peters. Je vais essayer d'aller un petit peu vite du coup, mais c'est quand même extrêmement important. C'est qu'on a une double enquête dans la série que je n'ai pas encore évoquée. Je vous ai juste dit très rapidement en début d'épisode que Peters fréquente une psy. Peters fréquente une psy et on se rend compte progressivement, on se rend compte très vite qu'il est en train de raconter l'enquête concernant Driss à Eiderfeld. Donc, on sait que ça se passe après. Ça a un statut pour le coup de flash forward. Donc, il raconte le temps de l'enquête, ce que j'ai appelé le temps de l'enquête, dans ce que j'appelle le temps de la thérapie, qui est ultérieur, et puis on se rend compte qu'il a une amnésie. En tout cas, il dit être amnésique. Les psys ne sont pas forcément d'accord. Sa psy se met à le croire, mais les autres membres de l'hôpital psychiatrique ne le croient pas, puisque ce n'est pas juste des séances dans un cabinet en ville, hein, ce sont des séances en hôpital psychiatrique où il est interné quelques mois après avoir commencé à enquêter sur la mort de Driss. Donc là, on a un double mystère qui s'instille, mais peu à peu, hein, qui n'est pas posé de prime abord. On a un double mystère sur pourquoi Peters est chez la psy, qu'est-ce qu'il a oublié, pourquoi est-ce qu'il est enfermé, et qu'est-ce qui s'est passé sur ce fameux temps de l'enquête, donc après le meurtre, pour avoir ces rebondissements-là. Et puis, on va avoir toute la mémoire. Je parlais de Driss comme d'un foyer en creux. Peters, lui, ne l'a jamais connu puisqu'il arrive pile au moment de sa mort. Mais à mesure qu'il interroge les suspects et qu'il est exposé à leur récit et au flashback, eh bien, il va lui-même reconstruire dans son esprit
les scènes du passé, il va imaginer le passé de Driss. À un moment donné, il rencontre un immigrant africain qui raconte justement les difficultés des Africains quand ils arrivent en Europe, ils connaissent personne, etc. Et là, Peters va faire vraiment des constructions mentales, d'avoir des images mentales du passé de Driss. Et nous, on voit des images dont on ne sait pas exactement si c'est vraiment ce qui est arrivé à Driss ou si c'est juste ce que se représente Peters. Donc c'est ambigu, c'est flou. On a aussi un procédé récurrent au début des épisodes, à chaque fois avec un personnage différent, un membre différent du village, qui commence comme un flashback d'une scène entre ce membre du village et Driss, comme un souvenir, au club de foot, à une soirée, etc. Et puis finalement, ça vire au cauchemar et ça part dans quelque chose de beaucoup plus horrifique. Par exemple, ce qui est apparemment un souvenir du club de foot où son entraîneur apporte à Driss des nouvelles chaussures à crampons. Jusque-là, tout va bien, c'est plausible que ce soit réellement arrivé. Et puis, Driss essaye les chaussures, elles sont trop petites, c'est du 35 alors qu'il chausse du 42 ou du 43. Et là, le coach sort un opinel et lui dit bah, coupe ton pied. Et Driss, on ne le voit pas, hein, mais on voit du sang couler, se coupe le bout du pied. Là, évidemment, on n'est plus dans un souvenir, on est dans un cauchemar. Donc, il y a toujours cette limite floue entre ce qui s'est réellement passé et la manière dont ça a affecté les mémoires des personnages. Et puis, alors, je l'évoque vraiment brièvement pour terminer là-dessus. C'est vraiment extrêmement riche, cette question de la mémoire. Je peux aussi faire un peu d'autopromo et renvoyer à mon article, puisque c'est quelque chose que j'avais creusé à cette occasion. Mais il y a aussi tout le passé de Peters qui n'est pas montré en flashback, pour le coup, contrairement au passé de Driss et des autres personnages. Mais Peters, s'il revient de Bruxelles, c'est parce qu'à Bruxelles, où il était policier, il a été à l'origine d'un fiasco sur une autre affaire qui a notamment causé la mort de sa femme, qui était elle aussi policière. Donc vous voyez, Nicolas, qu'on a un enchevêtrement non seulement d'intrigues de différents personnages de différents points de vue, mais on a aussi un enchevêtrement de différents degrés de fiabilité de ce qui nous est montré, en fonction de si c'est quelque chose de factuel comme des vidéos, si ce sont des flashbacks objectifs, ou si ce sont des souvenirs, des cauchemars, des constructions mentales. Et donc, à ce titre, La Trêve, c'est une série extrêmement intéressante parce qu'elle va jouer avec nous, avec nos incertitudes pour mieux mener l'enquête policière. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très intéressant à analyser du point de vue du tissage narratif à cause de ces différents degrés de fiabilité auxquels je n'avais pas forcément été confrontée par le passé dans mes autres corpus. Oui, une série, effectivement, Hélène, qui, j'allais dire, peut-être plus intéressante, plus compliquée à comprendre, à expliquer qu'il n'y paraît. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On en arrive au bout de cette émission, Hélène, finalement, en conclusion, sur la série belge La Trêve. Alors, je peux rebrasser un petit peu tout ce que je viens de dire, mais en tout cas, oui, effectivement, c'est pas. Alors, plus intéressante, je ne sais pas, puisqu'il y a énormément de choses, bien sûr, intéressantes par ailleurs en matière de séries complexes, mais c'est la première fois, oui, que j'étais confrontée. Déjà, c'est la première fois que j'éprouvais les outils que j'avais conceptualisés sur le genre policier. Et je pense qu'il y a vraiment il y aurait des choses à faire en recontextualisant, justement, par exemple, dans un corpus plus large de séries policières typiquement belges. J'avais évoqué Ennemi public et au départ, j'avais un projet de travail de comparaison sur ces séries. Et puis finalement, La Trêve était tellement foisonnante que je me suis centrée sur elle. Mais sur finalement, ce qui peut nous intéresser au plus long cours, c'est comment, en partant d'une enquête policière, donc un genre a priori bien balisé, éculé, enfin en tout cas extrêmement vu et revu et re-revu, on va pouvoir basculer sur ces histoires de construction déjà identitaire des personnages individuels en fonction de la manière dont ils construisent, dont la mémoire est quelque chose de construit, hein, de remis en forme par rapport à la réalité des faits. Et puis, le fait que la mémoire, c'est co-construit aussi. C'est co-construit, on le voit dans La Trêve où, à partir des récits faits par des personnages qui ont côtoyé Driss, et bien Peters, qui ne l'a pas connu, va aussi se mettre à être imprégné du vécu de ce jeune homme que finalement il n'a jamais vu. Au point qu'il va finir quand même par avoir avoir des hallucinations et parler avec Driss, avoir des visions de Driss et lui parler. Donc,
Bon, là, on bascule dans quelque chose qui est psychologiquement un peu perturbé, hein, mais du coup, ce caractère co-construit de la mémoire et des récits et des faits, des événements, c'est quelque chose qu'on peut replacer dans une manière beaucoup plus vaste d'appréhender les médias, et pas seulement les médias de fiction, peut-être aussi les médias d'information. Bon, là, je pars sur des pistes que je ne pourrais pas développer aujourd'hui. Et puis, du coup, cette co-construction, ça interroge quand même, du coup, le fait de bâtir des imaginaires collectifs dans une communauté donnée, une société donnée. Et c'est pour ça que c'était aussi intéressant d'avoir quelque chose d'ancré dans cette culture particulière et ces territoires particuliers du nord-est de la Wallonie, en l'occurrence donc de la Belgique. Mais au départ, moi, j'ai commencé à travailler sur cette série dans un programme de recherche plus large sur les territoires et les imaginaires de la région du nord de la France et de la Belgique wallonne. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y aurait des liens à retisser. Excusez-moi d'user de la métaphore jusqu'au bout du bout, mais de réinscrire ça dans voilà, des questions de construction de territoire, de construction communautaire et d'imaginaire collectif. Hélène Breda, merci beaucoup pour la présentation de la série belge. Et je crois d'ailleurs effectivement que c'était la première série belge qu'on évoquait. Donc La Trêve, hein, série belge que vous avez analysée pour nous, série policière, vous l'avez dit, qui mérite d'être vue et vue à travers le prisme de votre analyse. Et c'est vraiment très intéressant parce que on comprend les divers niveaux de complexité qu'ont voulu en tout cas peut-être y mettre les différents showrunners. Alors vous avez fourni comme toujours une petite bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, Facebook, le groupe d'Histoire en série aussi, pour avoir les dernières actualités de nos émissions et puis pour nous poser des questions et pour réagir justement à nos émissions. C'est très intéressant. Et puis, si vous cherchez une émission, rendez-vous sur notre site histoireensérie.com et vous avez, comme toujours depuis le numéro 1, tous les résumés des émissions et les liens pour aller les écouter sur les plateformes de podcast, sur YouTube et sur Spotify, sur notre partenaire nonfiction.fr. Merci beaucoup Hélène, et puis à bientôt j'espère pour l'analyse d'une nouvelle série. Merci Nicolas. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.